Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Frédéric Bastiat, 1850. Chapitre 9. Crédit. De tous les temps, mais surtout dans les dernières années, on a songé à universaliser la richesse en universalisant le crédit. Je ne crois pas exagérer en disant que depuis la Révolution de février, les presses parisiennes ont vomi plus de 10 000 brochures préconisant cette solution du problème social. Cette solution, hélas, a pour base une pure illusion d'optique, si tant est qu'une illusion soit une base. On commence par confondre le numéraire avec les produits, puis on confond le papier-monnaie avec le numéraire, et c'est de ces deux confusions qu'on prétend dégager une réalité. Il faut absolument dans cette question oublier l'argent, la monnaie, les billets et les autres instruments au moyen desquels les produits passent de main en main, pour ne voir que les produits eux-mêmes, qui sont la véritable matière du prêt. Car quand le laboureur emprunte 50 francs pour acheter une charrue, ce n'est pas en réalité 50 francs qu'on lui prête, c'est la charrue. Et quand un marchand emprunte 20 000 francs pour acheter une maison, ce n'est pas 20 000 francs qu'il doit, c'est la maison. L'argent n'apparaît là que pour faciliter l'arrangement entre plusieurs parties. Pierre peut n'être pas disposé à prêter sa charrue, et Jacques peut l'être à prêter son argent. Que fait alors Guillaume? Il emprunte l'argent de Jacques et avec cet argent, il achète la charrue de Pierre. Mais en fait, nul n'emprunte de l'argent pour l'argent lui-même. On emprunte l'argent pour arriver au produit. Or, dans aucun pays, il ne peut se transmettre d'une main à l'autre plus de produits qu'il n'y en a. Quelle que soit la somme de numéraires et de papier qui circule, l'ensemble des emprunteurs ne peut recevoir plus de charrues, de maisons, d'outils, d'approvisionnement ou de matières premières que l'ensemble des prêteurs ne peut fournir. Car mettons-nous bien dans la tête que tout emprunteur suppose un prêteur et que tout emprunt implique un prêt. Cela posé, quel bien peuvent faire les institutions de crédit? C'est de faciliter entre les emprunteurs et les prêteurs le moyen de se trouver et de s'entendre. Mais ce qu'elles ne peuvent faire, c'est augmenter instantanément les masses des objets empruntés et prêtés. Il le faudrait cependant pour que le but des réformateurs fût atteint, puisqu'ils n'aspirent à rien moins qu'admettre des charrues, des maisons, des outils, des approvisionnements, des matières premières entre les mains de tous ceux qui en désirent. Et pour cela, qu'imagine-t-il? Donner au prêt la garantie de l'État. Approvisionons la matière, car il y a là quelque chose qu'on voit et quelque chose qu'on ne voit pas. Tâchons de voir les deux choses. Supposons qu'il n'y ait qu'une charrue dans le monde et que deux laboureurs y prétendent. Pierre est possesseur de la seule charrue qui soit disponible en France. Jean et Jacques désirent l'emprunter. Jean, par sa probité, par ses propriétés, par sa bonne renommée, offre des crédits. On croit en lui. Il a du crédit. Jacques n'inspire pas de confiance ou en inspire moins. Naturellement, il arrive que Pierre prête sa charrue à Jean. Mais voici que sous l'inspiration socialiste, l'État intervient et dit à Pierre: prêtez votre charrue à Jacques, je vous garantis le remboursement, et cette garantie vaut mieux que celle de Jean, car il n'y a que lui pour répondre de lui-même, et moi je n'ai rien, il est vrai, mais je dispose de la fortune de tous les contribuables. C'est avec leur denier qu'au besoin je vous paierai le principal et l'intérêt. En conséquence, Pierre prête sa charrue à Jacques. C'est ce qu'on voit. Les socialistes se frottent les mains, disant: voyez comme notre plan a réussi. Grâce à l'intervention de l'État, le pauvre Jacques a une charrue. Il ne sera plus obligé à blécher la terre. Le voilà sur la route de la fortune. C'est un bien pour lui et un profit pour la nation prise en masse. Et non, messieurs, ce n'est pas un profit pour la nation, car voici ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas que la charrue n'a été à Jacques que parce qu'elle n'a pas été à Jean. On ne voit pas que si Jacques laboure au lieu de bêcher, Jean sera réduit à bêcher au lieu de labourer. Que par conséquent, ce qu'on considérait comme un accroissement de prêt n'est qu'un déplacement de prêt. En outre, on ne voit pas que ce déplacement implique de profondes injustices. Injustice envers Jean, qui après avoir mérité et conquis le crédit par sa
Jean les mêmes facilités qu'à Jacques. Mais puisqu'il n'y a qu'une charrue disponible, deux ne peuvent être empruntés. L'argument revient toujours à dire que grâce à l'intervention de l'État, il se fera plus d'emprunts qu'il ne peut se faire de prêts, car la charrue représente ici la masse des capitaux disponibles. J'ai réduit, il est vrai, l'opération à son expression la plus simple, mais éprouvé à la même pierre de touche ces institutions gouvernementales de crédit les plus compliquées, et vous vous convaincrez qu'elles ne peuvent avoir que ce résultat: déplacer le crédit, non l'accroître. Dans un pays et dans un temps donné, il n'y a qu'une certaine somme de capitaux en disponibilité et tous se placent. En garantissant des insolvables, l'État peut bien augmenter le nombre des emprunteurs, faire hausser ainsi le taux d'intérêt, toujours au préjudice du contribuable. Mais ce qu'il ne peut faire, c'est augmenter le nombre de prêteurs et l'importance du total des prêts. Qu'on ne m'impute point cependant une conclusion dont Dieu me préserve. Je dis que la loi ne doit point favoriser artificiellement les emprunts, mais je dis qu'elles doivent artificiellement les emprunter. S'il se trouve dans notre régime hypothécaire ou ailleurs des obstacles à la diffusion et à l'application du crédit, qu'on les fasse disparaître, rien de mieux, rien de plus juste, mais c'est là, avec la liberté, tout ce que doivent demander à la loi des réformateurs dignes de ce nom. Chapitre 10. L'Algérie. Mais voici 4 orateurs qui se disputent la tribune. Ils parlent d'abord tous à la fois, puis l'un après l'autre. Qu'ont-ils dit? De fort belles choses assurément sur la puissance et la grandeur de la France, sur la nécessité de semer pour récolter, sur le brillant avenir de notre gigantesque colonie, sur l'avantage de déverser au loin le trop-plein de notre population, etc., etc. Magnifique pièce d'éloquence, toujours ornée de cette péroraison. Voter 50 millions plus ou moins pour faire en Algérie des ports et des routes, pour y transporter des colons, leur bâtir des maisons, leur défricher des champs. Par là, vous saurez soulager le travailleur français, encourager le travail africain et fait fructifier le commerce marseillais. C'est tout profit. Oui, cela est vrai si l'on ne considère les 50 millions qu'à partir du moment où l'État les dépense. Si l'on regarde où ils vont, non d'où ils viennent, si l'on tient compte seulement du bien qu'ils feront en sortant du coffre des paysateur, et non du mal qu'on a produit, non plus que du bien qu'on a empêché en les y faisant entrer. Oui, à ce point de vue borné, tout est profit. La maison en barbarie, c'est ce qu'on voit. Le port creusé en barbarie, c'est ce qu'on voit. Le travail provoqué en barbarie, c'est ce qu'on voit. Quelques bras de moins en France, c'est ce qu'on voit. Un grand mouvement de marchandises à Marseille, c'est toujours ce qu'on voit. Mais il y a autre chose qu'on ne voit pas. C'est que les 50 millions dépensés par l'État ne peuvent plus l'être, comme ils l'auraient été par le contribuable. De tout le bien attribué à la dépense publique exécutée, il faut donc déduire tout le mal de la dépense privée empêchée, à moins qu'on aille jusqu'à dire que Jacques Bonhomme n'aurait rien fait des pièces de 100 sous, qu'il avait bien gagné et que l'impôt lui ravit. Assertion absurde, car il s'est donné la peine de les gagner, c'est qu'il espérait avoir la satisfaction de s'en servir. Il aurait fait relever la clôture de son jardin et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Il aurait fait marner son champ et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Il aurait ajouté un étage à sa chaumière et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Il aurait augmenté son outillage et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Il se serait mieux nourri, mieux vêtu, aurait mieux fait instruire ses fils, il aurait arrondi la dot de sa fille et ne le peut plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Il se serait mis dans l'association des secours mutuels et ne le peut plus, et c'est ce qu'on ne voit pas. D'une part, les jouissances qui lui sont ôtées et les moyens d'action qui sont détruits dans ses mains. De l'autre, le travail du terrassier, du charpentier, du forgeron, du tailleur, du maître d'école de son village, qui l'eût encouragé et qui se trouve anéanti. C'est toujours ce qu'on ne voit pas. On compte beaucoup sur la prospérité future de l'Algérie, soit, mais qu'on compte aussi pour quelque chose le marasme dont en attendant on frappe inévitablement la France.
population qui reste dans le pays. Je réponds: comment cela se peut-il si en transportant ce colon en Alger, on y a transporté aussi 2 ou 3 fois le capital qu'il aurait fait vivre en France? Le seul but que j'en ai vu, c'est de faire comprendre au lecteur que dans toute dépense publique, derrière le bien apparent, il y a un mal plus difficile à discerner. Autant qu'il est en moi, je voudrais lui faire prendre l'habitude de voir l'un et l'autre et de tenir compte de tous deux. Quand une dépense publique est proposée, il faut l'examiner en elle-même, abstraction faite du prétendu encouragement qui en résulte pour le travail, car cet encouragement est une chimère. Ce qui fait à cet égard la dépense publique, la dépense privée lui fait de même. Donc l'intérêt du travail est toujours hors de cause. Il n'entre pas dans l'objet de cet écrit d'apprécier les mérites intrinsèques des dépenses publiques appliquées à l'Algérie. Mais je ne puis retenir une observation générale, c'est que la présomption est toujours défavorable aux dépenses collectives parfois d'impôts. Pourquoi? Le voici. D'abord, la justice en souffre toujours quelque peu, puisque Jacques Bonhomme avait sué pour gagner sa pièce 100 sous en vue d'une satisfaction. Il est au moins fâcheux que le fisc intervienne pour enlever à Jacques Bonhomme cette satisfaction et la conférer à un autre. Certes, c'est alors au fisc ou à ceux qui le font d'agir à donner de bonnes raisons. Nous avons vu que l'État en donne un détestable quand il dit: avec ces 100 sous, je ferai travailler des ouvriers, car Jacques Bonhomme, sitôt qu'il n'aura plus la cataracte, ne manquera pas de répondre: morbleu, avec ces 100 sous, je les ferai bien travailler moi-même. Cette raison mise de côté, les autres se présentent dans toute leur nudité, et le débat entre le fisc et le pauvre Jacques sont trop fort simplifiés. Que l'État lui dise: je te prends 100 sous pour payer le gendarme qui te dispense de veiller à ta propre sécurité, pour paver la rue que tu traverses tous les jours, pour indemniser le magistrat qui fait respecter ta propriété et la liberté, pour nourrir le soldat qui défend nos frontières. Jacques Bonhomme paiera sans mot dire, ou je me trompe fort. Mais l'État lui dit: je te prends tes 100 sous pour te donner un sou de prime, dans le cas où tu auras bien cultivé ton champ, ou pour faire apprendre à ton fils ce que tu ne veux pas qu'il apprenne, ou pour que monsieur le ministre ajoute un 101e plat à son dîner. Je te les prends pour bâtir une chaumière en Algérie, sauf à te prendre 100 sous de plus tous les ans pour y entretenir un colon, et autres 100 sous pour entretenir un général qui garde le soldat, etc., etc. Il me semble entendre le pauvre Jacques s'écrier: ce régime légal ressemble fort au régime de la forêt de Bondy. Et comme l'État prévoit l'objection, que fait-il? Il brouille toute chose. Il fait apparaître justement cette raison détestable qui devrait être sans influence sur la question. Il parle de l'effet des 100 sous sur le travail. Il montre le cuisinier et le fournisseur du ministre. Il montre un colon, un soldat, un général vivant sur les 5 francs. Il montre enfin ce qui se voit. Et tant que Jacques Bonhomme n'aura pas appris à mettre en regard ce qu'on ne voit pas, Jacques Bonhomme sera dupe. C'est pourquoi je m'efforce de lui enseigner à grands coups de répétition. De ce que les dépenses publiques déplacent le travail sans l'accroître, il en résulte contre elles une seconde et grave présomption. Déplacer le travail, c'est déplacer les travailleurs, c'est troubler les lois naturelles qui président à la distribution de la population sur le territoire. Quand 50 millions sont laissés aux contribuables, comme le contribuable est partout, ils alimentent du travail dans les 40 000 communes de France. Ils agissent dans le sens d'un lien qui retient chacun sur sa terre natale. Ils se répartissent sur tous les travailleurs possibles et dans toutes les industries imaginables. Que si l'État, soutirant ces 50 millions aux citoyens, les accumule et les dépense sur un point donné, il attire sur ce point une qualité proportionnelle de travail déplacé, un nombre correspondant de travailleurs dépaysés, population flottante, déclassée, et j'ose dire dangereuse quand le fond est épuisé. Mais il arrive ceci, et je rentre par là dans mon sujet. Cette activité fiévreuse et pour ainsi dire soufflée sur un étroit espace frappe tous les regards. C'est ce qu'on voit. Le peuple applaudit, s'émerveille sur la beauté et la facilité du procédé, en réclame le renouvellement et l'extension. C'est ce qu'on ne voit pas, et qu'une qualité égale de travail
ce que je n'ai jamais pu comprendre, car il me semble qu'on ne peut rien éprouver de plus douloureux que d'apercevoir deux tendances opposées dans l'humanité. Quoi ? Elle arrive à la dégradation par l'un comme par l'autre extrémité. Économe, elle tombe dans la misère. Prodigue, elle s'abîme dans la déchéance morale. Heureusement que les maximes vulgaires montrent sous un faux jour l'épargne et le luxe, ne tenant compte que de ces conséquences immédiates qu'on voit, et non des effets ultérieurs qu'on ne voit pas. Essayons de rectifier cette vue incomplète. Mondor et son frère Ariste, ayant partagé l'héritage paternel, ont chacun 50 000 francs de rente. Mondor pratique la philanthropie à la mode. C'est ce qu'on nomme un bourreau d'argent. Il renouvelle son mobilier plusieurs fois par an, change ses équipages tous les mois. On cite les ingénieux procédés auxquels il a recours pour avoir plutôt fini. Bref, il en fait pâlir les fileurs de Balzac et l'Alexandre Dumas. Aussi il faut entendre le concert d'éloges qui toujours l'environne. Parlez-nous de Mondor, vive Mondor, c'est le bienfaiteur de l'ouvrier, c'est la providence du peuple. À la vérité, il se vautre dans l'orgie, il éclabousse les passants. Sa dignité et la dignité humaine en souffrent quelque peu, mais bas. S'il ne se rend pas utile par lui-même, il se rend utile par sa fortune. Il fait circuler l'argent. Sa cour ne désemplit pas de fournisseurs qui se retirent toujours satisfaits. Ne dit-on pas que s'il leur est rond, c'est pour qu'il roule ? Ariste a adapté un plan de vie bien différent. S'il n'est pas un égoïste, il est au moins un individualiste, car il raisonne ses dépenses, ne cherche que de jouissances modérées et raisonnables, songe à l'avenir de ses enfants et pour lâcher le mot, il économise. Il faut bien entendre ce que dit de lui le vulgaire. À quoi bon ce mauvais riche, ce fesse Mathieu ? Sans doute, il y a quelque chose d'imposant et de touchant dans la simplicité de sa vie. Il est d'ailleurs humain, bienfaisant, généreux, mais il calcule. Il ne mange pas tous ses revenus. Son hôtesse n'est pas sans cesse resplendissant et tourbillonnant. Quelle reconnaissance s'acquiert ainsi parmi les tapissiers, les carrossiers, les maquignons et les confiseurs. Ces jugements funestes à la morale sont fondés sur ce qu'il y a une chose qui frappe les yeux, la dépense du prodigue, et une autre qui s'y dépense, la dépense égale et même supérieure de l'économe. Mais les choses ont été si admirablement arrangées sur le divin inventeur de l'ordre social qu'en ceci comme en tout, l'économie politique et la morale, loin de se heurter, concordent, et que la sagesse d'Aris est non seulement plus digne mais encore plus profitable que la folie de Mondor. Et quand je dis plus profitable, je n'entends pas seulement profitable à Ariste ou même à la société en général, mais plus profitable aux ouvriers actuels, à l'industrie du jour. Pour le prouver, il suffit de mettre sous l'œil l'esprit de ces conséquences cachées des actions humaines que l'œil du corps ne voit pas. Oui, la prodigalité de Mondor a des effets visibles à tous les égards. Chacun peut voir ses berlines, ses lanteaux, ses phaétons, ses mignards de peinture de ses plafonds, ses riches tapis, l'éclat qui jaillit de son hôtel. Chacun sait que les purs sang courent sur le turf. Les dîners qui donnent à l'hôtel de Paris arrêtent la foule sur le boulevard et l'on se dit « Voilà un brave homme qui, loin de réserver de ses revenus, ébrèche probablement son capital. » C'est ce qu'on voit. Il n'est pas aussi aidé de voir, au point de vue de l'intérêt des travailleurs, ce que deviennent les revenus d'Ariste. Suivons-les à la trace. Cependant, et nous nous assurerons que tous, jusqu'à la dernière obole, vont faire travailler des ouvriers, aussi certainement que les revenus de Mondor. Il n'y a que cette différence. La folle dépense de Mondor est condamnée à décroître sans cesse et à rencontrer un terme nécessaire. La sage dépense d'Aris ira grossissant d'année en année. Et s'il en est ainsi, l'intérêt public se trouve d'accord avec la morale. Ariste
des amis momentanément gênés. Il s'informe de leur situation afin de leur venir en aide avec prudence et efficacité et destine à cette œuvre encore 10 000 francs. Enfin, il n'oublie pas qu'il a des filles à doter, des fils auxquels il doit assurer un avenir et en conséquence, il s'impose d'épargner et placer tous les ans 10 000 francs. Voilà donc l'emploi de ses revenus. Reprenons chacun de ces chapitres et nous verrons qu'une seule obole échappe pas au travail national. Premièrement, dépenses personnelles. Celle-ci, quant aux ouvriers et fournisseurs, a des effets absolument identiques à une dépense égale faite par Mondor. Cela est évident de soi, n'en parlons plus. Deuxièmement, bienfaisance. Les 10 000 francs consacrés à cette destination vont également alimenter l'industrie. Ils parviennent aux boulangers, aux bouchers, aux marchands d'habits et de meubles. Seulement le pain, la viande, les vêtements ne servent pas directement à Ariste, mais à ceux qu'il s'est substitués. Or, cette simple substitution d'un consommateur à un autre n'affecte en rien l'industrie générale. Qu'Ariste dépense 100 sous ou qu'il prie un malheureux de les dépenser à sa place, c'est tout un service d'amitié. L'ami à qui Ariste prête ou donne 10 000 francs ne les reçoit pas pour les enfuir. Cela répugne à l'hypothèse. Il s'en sert pour payer des marchandises ou des dettes. Dans le premier cas, l'industrie est encouragée. Osera-t-on dire qu'elle est plus gagnée à l'achat par Mondor d'un pur sang de 10 000 francs qu'à l'achat par l'Ariste ou son ami de 10 000 francs d'étoffe? Que si cette somme sert à payer une dette, tout ce qui en résulte, c'est qu'il apparaît un troisième personnage, le créancier, qui touchera les 10 000 francs, mais qui certes les emploiera à quelque chose dans son commerce, son usine ou son exploitation. C'est un intermédiaire de plus entre Ariste et les ouvriers. Les noms propres changent, la dépense reste, et l'encouragement à l'industrie aussi. Quatrièmement, épargne. Restent les 10 000 francs épargnés, et c'est ici qu'au point de vue de l'encouragement aux arts, à l'industrie, au travail, aux ouvriers, Mondor paraît très supérieur à Ariste, encore que sous le rapport moral, Ariste se montre quelque peu supérieur à Mondor. Ce n'est jamais sans un malaise physique qui va jusqu'à la souffrance que je vois l'apparence de telles contradictions entre les grandes lois de la nature. Si l'humanité était réduite à opter entre deux partis, dont l'un blesse ses intérêts et l'autre sa conscience, il ne resterait qu'à désespérer de son avenir. Heureusement, il n'en est pas ainsi, et pour voir Ariste reprendre sa supériorité économique, aussi bien que sa supériorité morale, il suffit de comprendre ce consolant axiome, qui n'en est pas moins vrai, pour avoir une physionomie paradoxale. Épargner, c'est dépenser. Quel est le but d'Ariste en économisant 10 000 francs? Est-ce d'enfouir 2 000 pièces de 100 sous dans une cachette de son jardin? Non, certes, il entend grossir son capital et son revenu. En conséquence, cet argent qu'il n'emploie pas à acheter des satisfactions personnelles, il s'en sert pour acheter des terres, une maison, des rentes sur l'État, des actions individuelles, ou bien il le place chez un négociant ou un banquier. Suivez les écus dans toutes ces hypothèses, et vous vous convaincrez que par l'intermédiaire des vendeurs ou des emprunteurs, ils vont alimenter du travail tout aussi sûrement que si Ariste allait prendre l'exemple de son frère, les eut échangés contre des meubles, des bijoux et des chevaux. Car lorsqu'Ariste achète pour 10 000 francs de terre ou de rente, il est déterminé par la considération qu'il n'a pas besoin de dépenser cette somme, puisque c'est ce dont vous lui faites grief. Mais de même, celui qui vend la terre ou la rente est déterminé par cette considération qu'il a besoin de dépenser les 10 000 francs d'une manière quelconque, de telle sorte que la dépense se fait, dans tous les cas,
entrant tous les ans dans le corps social, il lui est peut-être à charge. En tout cas, il ne fait plus la joie de ses fournisseurs. Il ne compte plus comme promoteur des arts et de l'industrie. Il n'est plus bon à rien pour les ouvriers, non plus que sa race qu'il laisse à la détresse. Au bout des mêmes 10 ans, non seulement Ariste continue à jeter tous ses revenus dans la circulation, mais il jette des revenus croissants d'année en année. Il grossit le capital national, c'est-à-dire le fonds qui alimente le salaire, et comme c'est de l'importance de ce fonds que dépend la demande de bras, il contribue à accroître progressivement la rémunération de la classe ouvrière. Vient-il à mourir, il laisse des enfants qu'il a mis à même de le remplacer dans cette œuvre de progrès et de civilisation. Sous le rapport moral, la supériorité de l'épargne sur le luxe est incontestable. Il est consolant de penser qu'il en est de même sous le rapport économique. Pour quiconque, ne s'arrêtant pas aux effets immédiats des phénomènes, c'est pousser ses investigations jusqu'à leurs effets définitifs. Chapitre 12. Droit au travail, droit au profit. Frères, cotisez-vous pour me fournir de l'ouvrage à votre prix. C'est le droit au travail, le socialisme élémentaire ou de premier degré. Frères, cotisez-vous pour m'offrir de l'ouvrage à mon prix. C'est le droit au profit, le socialisme raffiné ou de second degré. L'un et l'autre vivent par ceux de leurs effets qu'on voit. Ils mourront par ceux de leurs effets qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est le travail et le profit excité par la cotisation sociale. C'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont les travaux et les profits auxquels donnerait lieu cette même cotisation si on la laissait aux contribuables. En 1848, le droit au travail se montra un moment sous deux faces. Cela suffit pour le ruiner dans l'opinion publique. L'une de ces faces s'appelait Atelier national, l'autre 45 centimes. Des millions allaient tous les jours dans la rue de Rivoli aux ateliers nationaux. C'est le beau côté de la médaille. Mais en voici le revers. Pour que des millions sortent d'une caisse, il faut qu'ils y soient rentrés. C'est pourquoi les organisateurs du droit au travail s'adressent aux contribuables. Or, les paysans disaient « Il faut que je paie 45 centimes, donc je me priverai d'un vêtement, je ne marnerai pas mon champ, je ne réparerai pas ma maison. » Et les ouvriers des campagnes disaient « Puisque notre bourgeois se prive d'un vêtement, il y aura moins de travail pour le tailleur. Puisqu'il ne marne pas son champ, il y aura moins de travail pour le terrassier. Puisqu'il ne fait pas réparer sa maison, il y aura moins de travail pour le charpentier et le maçon. » Il fut alors prouvé qu'on ne tire pas d'un sac de mouture et que le travail soldé par le gouvernement se fait aux dépens du travail payé par le contribuable. Ce fut là la mort du droit au travail, qui apparut comme une chimère autant que comme une injustice. Et cependant le droit au profit, qui n'est que l'exagération du droit au travail, vit encore et se porte à merveille. N'y a-t-il pas quelque chose de honteux dans le rôle que le protectionniste fait jouer à la société? Il lui dit « Il faut que tu me donnes du travail, et qui plus est, du travail lucratif. J'ai sottement choisi une industrie qui me laisse 10% de perte. Si tu frappes une contribution de 20 francs sur mes compatriotes, et si tu me les livres, ma perte se convertira en profit. Or, le profit est un droit, tu me le dois. » La société qui écoute ce sophisme, qui se charge d'impôts pour le satisfaire, qui ne s'aperçoit pas que la perte essuyée par une industrie n'en est pas moins une perte, parce qu'on force les autres à la combler, cette société, dis-je, mérite le fardeau qu'on lui inflige. Ainsi, on le voit par les nombreux sujets que j'ai parcourus. Ne pas savoir l'économie politique, c'est se laisser éblouir par l'effet immédiat d'un phénomène. La savoir, c'est embrasser dans sa pensée et dans sa prévision l'ensemble des essais. Je pourrais soumettre ici une foule d'autres questions à la même épreuve, mais je recule devant la monotonie d'une démonstration toujours uniforme, et je termine en appliquant à l'économie politique ce que Chateaubriand dit de l'histoire. Il y a deux conséquences en histoire.
richesse